Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler du Giro et plus précisément des favoris du Giro. Donc je le rappelle, le Tour d'Italie s'élancera ce vendredi de Bulgarie. Donc n'oubliez pas, c'est vendredi puisqu'il y a 3 étapes en Bulgarie, puis une journée de repos, le temps pour les coureurs de faire le transfert. Et donc ce que je vous propose, c'est que comme d'habitude, on fera avant le début de chaque semaine une petite preview des étapes de la semaine. Là, je vous propose ici de parler des favoris pour le classement général notamment de ce Giro d'Italia. Et on est à peu près une semaine en amont, ça sera pas mal. Vous le savez forcément, ce Giro d'Italie a une start list qui a été un peu décimée, mais on en parlera juste après. Donc je vous propose qu'on parle très rapidement du parcours, ce qui est quand même assez important. Ensuite, on regardera les favoris selon les bookmakers pour le classement général, et enfin on s'attachera rapidement à regarder ce qui se passe pour les classements annexes, donc classement de la montagne et classement par points. Voilà. Donc tout d'abord en termes de parcours, vous l'avez peut-être déjà vu, vous l'avez peut-être trouvé un peu décevant pour certaines personnes. Mais je pense qu'on rentrera dans le détail du parcours un peu plus tard. Là, pour l'instant, on va se concentrer sur les étapes clés pour le classement général, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui de parler du classement général. Et donc, on commence avec première étape clé, étape numéro 7. On arrive au Blocos, donc cette montée mythique hein, en Italie, bien évidemment. Donc, ça sera une arrivée un peu sèche au sommet. On aura des petites montées avant, mais globalement, le Blocos, c'est plus de 13 km à 8% et demi. Et surtout, c'est une étape de 244 kilomètres, donc étape marathon du côté du Giro. Bon, et bah, le Tour d'Italie pourrait être plié en fait le soir de la septième étape, hein, assez malheureusement, mais on a un coureur qui va dominer cette course-là, qui s'appelle Jonas Vingegaard, et je serais pas vraiment étonné qu'il ait pris plus d'une minute à tout le monde, à tous ses adversaires, dès cette arrivée au blocos, et on aurait du mal à voir comment les autres pourraient aller le chercher après. Donc, première étape décisive, étape numéro 7 au blocos. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut comme qualité? C'est être très bon grimpeur, hein. Là, il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y aura pas trop d'enchaînement de cols. Donc voilà. Ensuite, étape 10, le chrono, bien évidemment. Le chrono qui se fera donc après une journée de repos, si je dis pas de bêtises. Ouais, ce sera le mardi dans 10 jours à peu près. Euh, pardon, 2, 3 semaines, pardon, bref. Ça sera donc un chrono de 42 km qui sera tout plat, qui va faire des écarts assez importants. Surtout qu'on verra juste après, mais il y a des disparités assez importantes entre les niveaux en chrono des principaux protagonistes de ce Tour d'Italie. Donc 42 km, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un chrono individuel aussi long sur du plat, sur un grand tour. On sait que la tendance c'est à en faire des plus courts ces derniers temps, d'en faire des vallonnés. Là, c'est vraiment du tout plat et il faut appuyer sur les pédales et on peut faire des très très gros écarts sur cette course-ci. Donc vraiment, étape numéro 10, très importante pour le classement général, peut-être la plus importante de toutes. Étape numéro 14, quand même, que j'ai noté, entre Aoste et Pila. Une vraie étape de montagne cette fois-ci, où les cols vont un peu s'enchaîner. Et l'arrivée finale à Pila, 16,6 km à 7% de moyenne. Donc un col long, mais pas super difficile en pourcentage. Bref, un col italien, et je pense que ça sera plutôt une course de côte, même si on aura quand même beaucoup de cols avant qui vont un peu fatiguer les organismes. Mais en fait, entre le sommet de l'avant-dernière ascension, qui est pas très dur, qui est à 7% de moyenne en 5 km, et le pied de l'ascension d'après, il y a quand même 25 km presque, avec de la descente et de la vallée. Ce sera un peu difficile de garder son avantage là, donc je pense encore une fois que ça va se jouer que dans l'ascension de Pilar. Donc, pas besoin de trop de qualité de descendeur non plus, pas besoin d'une équipe fantastique, j'ai l'impression. Étape numéro 16, arrivée à Cary, qui se jouera juste après, donc c'est en Suisse, qui se jouera juste après l'étape de repos. Pareil, ce sera juste une ascension à peu près sèche, ce qui est avant, pardon, n'est pas forcément très important, 11 km à 8%, donc encore une fois, une arrivée au sommet où il se passera pas grand-chose avant. C'est ça qu'on reproche peut-être un peu au parcours de ce Giro, c'est un manque de diversité dans les ascensions, dans les types d'ascensions. Étape numéro 19, l'énorme étape de montagne typique du Giro, à l'avant-veille de l'arrivée. Donc étape de 150 km avec 4800 mètres de dénivelé positif. Et encore une fois, on a des grands cols, hein. On a le Passo d'Uran, le Passo Gio. On arrive à 2200 mètres d'altitude à cet endroit-là. Mais ensuite on redescend, et puis il y a ce col un peu moyen entre deux, là. Le Passo Falzarego, 11 km à 5%. Bon bah c'est pas super. Et puis ensuite, une longue descente pour arriver au pied de l'ascension finale. Donc descente plutôt en faux plat, donc il faut pédaler. Et puis cette ascension finale qui fait 5 km seulement, même si c'est à 10%.
Donc une belle étape de montagne, mais on se demande si ça va pas se jouer aussi dans la dernière ascension, parce qu'il y a cette partie un peu de transition, après le Passo Gio, donc un peu déçu quand même de ce parcours-là. Et la dernière étape, qui arrive à Pian Cavallo. On va passer 2 fois sur le sommet de Pian Cavallo. Et en fait, il y a de la vallée entre les deux ascensions. Donc encore une fois, peut-être une course de côte. Et on arrive au sommet, 14 km à 8% de moyenne. Bref, où je veux en venir, c'est que les étapes qui me semblent clés dans ce Giro, c'est concrètement des étapes qui vont se jouer à chaque fois à peu près dans les dernières ascensions. Et il y a le chrono. Mais il n'y a pas de grosse étape dantesque où on se dit que ça va bouger dès le début. L'étape numéro 19 qui passe au Passo Gio, elle a le potentiel pour avoir un bon truc, mais je vous dis, là, il y a cette avant-dernière difficulté qui est toujours un peu particulière. Cette rampe finale qui fait que 5 kilomètres. Bref, on reste un peu sur notre fin, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de qualité exceptionnelle d'enchaînement, de descente, etc. A priori, ça va plutôt jouer sur des montées pas sèches, mais ça va jouer dans la dernière montée a priori. Donc, ça sera important pour l'analyse des qualités des différents coureurs. Et bien évidemment, élément très marquant, ce chrono de 42 bandes qui est tout plat. Voilà, c'était le petit passage pour le parcours. Maintenant, on va essayer de regarder qui sont les favoris. Bien évidemment, le plus grand favori, c'est Jonas Vingegaard. Il est coté à 1,20 selon les bookmakers, donc autant vous dire qu'il est énormément favori et que ce sera très difficile d'aller le déloger. Et il faut voir que le reste de la start list est vraiment relativement faible. Bien sûr, il y a des très bons coureurs, hein, mais on n'a pas des mecs capables d'aller jouer la victoire sur un grand tour hors Pogačar, Vingegaard. On n'a pas de Remco, on n'a pas de Paul Sexas. C'est peut-être un peu trop pour l'inclure dans la conversation, mais voilà. Il y a deux, trois coureurs qui sont très très forts en ce moment. Et là, il y en a qu'un. Donc évidemment, bah, en termes de suspense, ça sera un petit peu amputé. Et donc, contrairement à l'an dernier où c'était vraiment très ouvert, après les méformes de Roglic et puis de Ayuso, bah là, à moins qu'il arrive un truc à Jonas Vingegaard, ça risque d'être assez limpide. Et je le disais, je pense que dès l'arrivée au blocos, ça peut être joué. Bon après, le truc c'est que Vingegaard c'est le meilleur en montagne, c'est le meilleur sur le chrono parmi tous les autres qui seront là, à peu près, à quelques exceptions près. Et donc, bon, sur le papier, il doit vraiment écraser cette course. Il a aussi une très belle équipe. On en parlera juste après. Il n'est pas à l'abri d'un coup de malchance, mais franchement, il n'y a pas grand-chose qui pourrait lui résister à Jonas Vingegaard. Il boxe vraiment pas dans la même catégorie que les autres coureurs qui sont présentés au départ du Giro. Donc, on regarde rapidement l'équipe quand même hein, de Vingegaard. Campenarts, Kelderman, Sepp Kuss, Piganzoli, Bart Lehmann, Tim Rex et puis Timo Kilic. On a des bons rouleurs sur le plat et puis on a deux, trois bons équipiers en montagne, hein. Wilco Kelderman, bien évidemment, Davide Piganzoli qui est un peu en train de monter, Bart Lehmann et puis surtout Sepp Kuss. Sepp Kuss, je me disais, tiens, mais il fait quoi Sepp Kuss ces dernières années là, depuis qu'il a gagné, depuis qu'il a gagné sa Volta en 2023? Et ben en 2024, on l'a pas trop vu, c'est vrai, mais en 2025, je pense que vous l'avez peut-être oublié, il a quand même fait septième de la Volta. Donc bon, bah, peut-être potentiel top 10 hein, finalement pour cette pièce sur ce parcours-là. On verra comment ça va se dérouler. Mais franchement, même s'il fait un début de saison très discret, mais ça c'est à son habitude, bah, je pense qu'il faut même pas trop écarter Sepkus d'un classement général. Pourquoi pas un top 10 pour Sepkus? Il est coté à 100 selon les bookmakers pour la victoire finale. Je pense clairement pas qu'il a le niveau pour gagner. Là, il y a des coureurs trop forts pour lui. Mais franchement, un top 10, ça peut les jouer. Ça dépendra de comment est son rôle vis-à-vis de Vingegaard. Se pose aussi la question de comment va courir Vingegaard. On sait que Vingegaard, il va enchaîner avec le Tour de France après. Est-ce qu'il sera pas dans un tour de gestion? C'est-à-dire on écrase la course au blocos et puis sur le chrono plat. Ensuite, on a 2 minutes d'avance et puis on se contente de gérer. Un peu comme ce qu'on avait vu l'an dernier sur la Volta face à Almeida. J'en ai un peu peur. On verra comment ça va se passer, mais en tout cas, Jonas Vingegaard, immense favori. Et le seul moyen qui est pour lui de ne pas gagner, ce serait de chuter ou d'avoir un gros problème, mais franchement, on lui souhaite pas. Et je vois pas trop comment ça pourrait arriver. Et donc Vingegaard qui pourrait compléter les trilogies des grands tours. Parce qu'on rappelle, il a gagné le Tour d'Espagne l'an dernier. Il a gagné deux Tours de France qu'il a réussi à chipper à l'ogre Pogacar. Et donc bah, il lui manque plus que le Giro. Et là, ça semble vraiment être un boulevard qui s'écrit pour lui. Donc voilà, Vingegaard, immense favori bien évidemment pour ce Tour d'Italie. Le deuxième favori, et il se détache aussi assez nettement du reste selon les bookmakers, il est coté à 6, c'est Giulio Pellizzari. Donc le jeune italien de la Red Bull Bora-Hansgrohe. Il faut dire que la Red Bull Bora-Hansgrohe, ça sera clairement la deuxième force en présence sur ce Giro d'Italia. On dit que la Visma avait plutôt une bonne équipe, c'est vrai. Il y avait la UAE qui aurait pu être pas mal, mais Almeida a abandonné. On en reparlera juste après de la UAE.
Et là, il y a la Red Bull Bora. Et la Red Bull Bora a plusieurs leaders, parce qu'il y a Jay Hindley qui sera présent aussi, même si clairement, vu la forme affichée en ce moment, ça sera plutôt pour Giulio Pellizzari. À noter que dans les autres équipiers, on a Aleotti, Moscon, Tuckwell qui est en train de se révéler là sur le Tour de Romandie, Mick Van Dijk, Ben Ziyech. Mais donc là, on a trois gros coureurs avec Vlasov, Hindley et Pellizzari. Vlasov, pour commencer d'abord, euh, il a fait une saison 2025 catastrophique, on va pas se mentir. Moi, je trouve qu'en 2026, il est en train de remonter un peu plus fort. Malgré tout, il a fait septième du Tour de Valence, septième de la Ruta del Sol, 15e de Paris-Nice. Bon, on l'a pas trop vu. 9e du Tour des Alpes en étant un peu équipier. Heu, j'ai l'impression qu'il remonte un peu et surtout Vlasov, on a tendance à l'oublier. C'est pas n'importe qui en termes de grands tours. Si on regarde ses derniers grands tours, c'était pas terrible. Tour de France 2025, Tour d'Espagne 2024, bref. En 2023, il fait septième de la Vuelta. En 2022, il fait cinquième du Tour de France. En 2021, il fait quatrième du Giro d'Italia. Donc ça reste malgré tout un coureur qui a fait top 10 sur les 3 grands tours. Donc bah, c'est un super équipier. Et j'ai l'impression que cette année, il va un peu mieux que l'an dernier. Donc franchement, ça sera un super équipier pour Hindley et Pellizzari, mais je pense pas qu'il sera leader parce que les deux autres me semblent vraiment au-dessus. On parle de Jay Hindley. Quand même, je regarde sur les bookmakers, quand même, à combien est coté Vlasov. Je pense que je peux descendre un petit peu, coté à 400. Bref. Par contre, Jay Hindley, lui, il est coté à 30. Et on disait Pellizzari à 6. Et donc, il y a quand même un monde dans lequel Jay Hindley sera équipier de Pellizzari, mais peut aussi jouer sa carte au classement général. Jay Hindley, on le rappelle, vainqueur du Giro en 2022. Jay Hindley, début de saison, franchement, on l'a pas vu. Tirreno, 22e au classement général. La Volta, le Tour de Catalogne, pardon, 17e du classement général. Et puis là, Liège-Bastogne-Liège, 16e. Petite impression visuelle pas trop mauvaise. Et je pense que Jay Hindley, c'est un coureur de grand tour. Et bon, on le voit pas trop avant, mais ça m'étonnerait pas qu'il soit allé capable de claquer un bon résultat. Si on regarde sur Jay Hindley, ses participations au grand tour, c'est pas n'importe quoi non plus. 2025, il fait quatrième de la Volta, derrière Almeida, Vingegaard et puis Pidcock. C'était quand même un Pidcock exceptionnel, mais bon, voilà, quatrième. Septième du Tour de France 2023, neuvième du Tour d'Espagne 2022, premier du Tour d'Italie 2022, deuxième du Tour d'Italie 2020. Bref, c'est un coureur qui a déjà gagné un grand tour, qui a fait deuxième d'un autre Giro, quatrième d'une Volta l'an dernier. Il faut pas l'écarter de si vite pour le classement général. C'est pour ça qu'il est coté à 30, c'est parce que il a la malchance, on va dire, d'avoir un coureur très très fort dans son équipe qui est Pellizzari, auquel il va peut-être devoir se mettre au service de Giulio Pellizzari, donc ce sera peut-être ça le problème de Jay Hindley. Mais même si là pour l'instant on l'a pas encore vu en ce début d'année, attention. Et moi j'ai l'impression que ça sera une belle équipe la Red Bull Bora, et j'ai hâte de voir quel sera l'état de forme de Jay Hindley notamment, parce que Pellizzari, il y a assez peu de suspense, on sait qu'il est bon en ce moment. J'espère juste qu'il est pas en forme trop tôt. C'est la seule contrainte pour Pellizzari. Il fait vraiment une année exceptionnelle pour l'instant. Troisième du Tour de Valence, troisième de Tirreno Adriatico, et puis vainqueur du Tour des Alpes, franchement, facilement. Il était beaucoup plus fort que tout le monde. Certes, la concurrence n'était pas exceptionnelle. Il y avait du Bernal quand même, du Arensman, du Storer, du Rondel. Tout ça, c'est évidemment des coureurs qui seront présents sur ce Tour d'Italie. Et il les a franchement surclassés en montagne. Donc, Pellizzari, vraiment plutôt bien parti pour faire un bon classement général sur ce Tour d'Italie. Et aussi, Pellizzari, il roule pas si mal, malgré son gabarit de grimpeur. C'est pas le plus mauvais en contre-la-montre. Je dis pas qu'il ira chercher un Vingegaard, hein, loin de là. Il est pas très, ça reste un grimpeur, mais il est moins nul que certains autres qu'on citera juste après, notamment celui qu'on citera en troisième. Donc, franchement, Pellizzari, belle carte pour ce Tour d'Italie. Euh, on se souvient de sa saison l'an dernier qui était assez exceptionnelle quand même, parce que il fait à la fois le Tour d'Italie et le Tour d'Espagne, et il fait deux fois sixième, alors qu'il avait 21 ans, si je dis pas de bêtises. Il en a combien en ce moment? 22, voilà, c'est ça. Il avait 21 ans à ce moment, donc c'est quand même assez fou. Là, cette année, il a clairement pris en galon par rapport à l'an dernier, donc on voit pas ce qui l'empêcherait de faire moins bien que sixième. Surtout que j'ai l'impression que l'adversité est peut-être un peu moindre par rapport à ces deux grands tours qu'il avait fait. Donc c'est le favori numéro 2 pour ce Tour d'Italie pour ces raisons. Donc on le disait, une super équipe, une forme croissante sur ce début de saison qui est très forte. Et puis en fait, il a déjà été solide hein, sur les tours, grands tours qu'il a fait précédemment. Et en plus de ça, il est très jeune, donc il est sur une courbe de progression a priori assez importante.
Petit bémol quand même, Pellizzari, parce qu'il faut quand même en donner un, c'est qu'il vient de gagner le Tour des Alpes et qu'il y a la malédiction du Tour des Alpes qui fait que le vainqueur du Tour des Alpes, aussi soit fort soit-il, ne brille jamais sur le Tour d'Italie. Bon, je plaisante un petit peu. Sinon, quand même, je me pose des questions. Il a fait une grosse année, hein, Pellizzari quand même. Euh, Là, il a quand même relancé un bloc après avoir coupé après Milan-San Remo, mais déjà 21 jours de course avant le Giro, très très fort sur le Tour des Alpes. Est-ce qu'il n'y a pas un pic de forme un peu trop tôt? On verra comment il va gérer ça, le coureur italien de la Red Bull Bora. Mais attention, méfiance un petit peu. Même si sur le papier il est vraiment très fort, on verra au blocos et puis on verra en troisième semaine comment il est. J'espère qu'il tiendra tout du long parce que c'est un coureur qui est quand même assez attachant, Giulio Pellizzari. Mais bon, on fera attention quand même. Donc voilà, Giulio Pellizzari côté à 6, deuxième favori de second tour. Troisième favori côté à 15, Félix Gall. Alors là, si vous m'aviez dit un jour Félix Gall, troisième favori d'une course par étape d'un grand tour, j'aurais été un peu surpris. Alors oui, certes, Félix Gall, il a fait des très beaux résultats sur ces grands tours. Donc c'est un coureur qu'il faut évidemment prendre au sérieux, hein. Maintenant, c'est un coureur d'expérience, il a 28 ans, 8e encore de la Volta l'an dernier, 5e du Tour de France l'an dernier, 8e du Tour de France en 2023. Il a prouvé qu'il était fort sur les grands tours. Ceci dit, euh, au Tour de France 2025, il fait 5e, mais au départ, c'est pas le 5e favori. Il fait 5e parce qu'il y a des coureurs beaucoup plus forts que lui qui ont abandonné, qui ont fait des défaillances, etc. Mais sur le papier, on se dit pas il va faire 5e. Et donc là, de se dire que c'est le troisième plus fort à la liste de départ sur le Giro d'Italia, malheureusement, euh, ça déclasse un peu cette course, je trouve. Ça montre que la start list n'est pas de très grande qualité. Surtout que Félix Gall fait un début de saison correct. Très clairement, il était tourné dès le début sur le Giro, donc ça c'est une bonne chose. Il fait 5e du Tour de l'UAE, 6e du Tour de Catalogne, et c'est tout. Il n'a pas couru depuis le mois de mars. Alors c'était pas des courses exceptionnelles, hein. Il n'a pas montré une force surhumaine. Moi, je l'ai pas trouvé au meilleur de ce qu'on a vu du Félix Gall depuis le début de sa carrière. Ceci dit, j'ai l'impression qu'il se prépare bien pour le Tour d'Italie. Et je pense que l'équipe Decathlon est en train de passer un cap, et peut-être que lui va passer un cap aussi avec. Donc on verra, c'est peut-être pour ça qu'il est coté troisième favori. Il a une équipe pas terrible, quand même, hein. L'ami l'ami Félix Gall, parce qu'il y a la moitié de l'équipe qui est consacrée à Tobias Lund Andresen, qui sera sur les sprints. Sinon, en équipier, on a Gregor Mühlberger. Ils sont entre potes autrichiens. Je crois qu'on va passer en Autriche, si je dis pas de bêtises, vite fait, pendant ce Tour d'Italie. Bon, ça peut être un bon équipier, Mühlberger, pourquoi pas. Il y a aussi Callum Scotson qui sera là. Alors Scotson, bien évidemment, vous savez pas qui c'est. Il a rien fait cette année. 29 ans, un Australien. Moi, j'avais beaucoup, beaucoup aimé son rôle d'équipier sur le Tour de France ou la Volta. J'ai oublié. Sur quelle course l'an dernier, il m'avait paru vraiment fort. Donc voilà, un bon équipier, Callum Scotson. Et Johannes Stone qui lui est plus jeune et un peu en train de progresser. Mais bon, c'est pas non plus des équipiers folichons, quoi. On n'est pas sur du Vlasov, Hindley, on n'est pas sur du Sepkus, du Kelderman, quoi, très clairement. Donc Félix Gall, il devra faire un peu plus tout seul sur ce Tour d'Italie. Et surtout, on sait que Félix Gall, il a un petit peu un point faible, c'est la descente. Alors là, il a de la chance cette année en termes de descente. Il n'y aura pas grand-chose à jouer sur ce Tour d'Italie. Mais il faudra quand même avoir des équipiers si jamais il se fait lâcher dans une descente pour le ramener, hein. Et donc on verra si à ce moment-là, les Callum Scotson et autres sont capables de l'accompagner. Mais donc petit point de vigilance quand même pour Félix Gall sur les descentes, même si a priori sur le parcours ça devrait pas trop l'handicaper. Après en termes de chrono, il est quand même assez nul, hein, en chrono, j'ai l'impression, Félix Gall. Je sais pas ce que vous en pensez, donc lui il va prendre tarif par Vingegaard. Après l'avantage c'est que les autres sont pas super forts en chrono sur les autres favoris. Je pense qu'un Pellizzari est peut-être un peu meilleur que lui, mais il va pas lui mettre 3 minutes. Donc voilà, ça sera. En fait, Félix Gall a des défauts, mais qui seront pas forcément mis en valeur sur ce Giro, parce que les descentes sont une de ses points faibles, et qu'il n'y a pas vraiment d'étape qui devrait se jouer en descente, parce que le chrono, il est pas très fort, mais qu'il y a beaucoup d'autres coureurs pas très forts dessus. Donc ça va un peu gommer les aspérités de Félix Gall. Et après Félix Gall, ce qui lui manque, c'est la régularité. Il y a des étapes où il est un des meilleurs grimpeurs du monde, et il y en a d'autres où il est un peu moins fort. Donc on verra s'il est capable d'être régulier. Mais là, je pense que c'est vraiment l'année de la confirmation pour Félix Gall.
il faut qu'il montre qu'il est capable de passer un step, comme va le faire l'équipe Decathlon cette année. Et là, franchement, il y a moyen vraiment de batailler fort pour un podium pour Félix Gall sur ce Tour d'Italie. C'est pour ça qu'il est aussi bien coté. Voilà pour Félix Gall, coté à 15, je le disais donc. Coté à 20, ensuite Adam Yates. Alors là, c'est la grande inconnue. Vous le savez, Almeida s'est retiré de la start list parce qu'il était malade, pas suffisamment bien préparé. Il devait être le leader de cette équipe UAE. Et là, l'équipe UAE se retrouve un peu embêtée parce qu'on a la start list n'est pas encore définitive, hein. Il manque peut-être un coureur, mais sinon on a beaucoup de très beaux coureurs sur cette équipe UAE. Igor Arrieta, Yann Christen, Jonathan Narvaez, Marc Soler, Antonio Morgado, Jevine, Adam Yates. Voilà, c'est 7 gros coureurs pour l'instant. Il m'en manque un sur la start list qui peuvent tous aller chercher des victoires d'étape dans leur catégorie, qui sont vraiment tous très bons. Est-ce qu'il y en a un pour jouer le classement général? Bah, je sais pas trop. On pourrait mettre beaucoup de gars. Soler, on va l'écarter, hein, clairement. Narvaez aussi, surtout qu'il revient de blessure. Morgado, c'est pas son travail. Maintenant, quid des 4 qui restent? Là, les bookmakers mettent Adam Yates à 20, Jevine à 35, Yann Christen à 300 et Igor Arrieta à 500 donc. Pour l'instant, on écarte Arrieta et Christen, je suis assez d'accord. Ces deux coureurs qui sont jeunes. Arrieta, il a jamais fini le grand tour. Christen n'a jamais participé à un grand tour. Même s'il a fait un début de saison fantastique, où il était très fort sur les courses auxquelles il a participé, il a gagné de la Lula Tour. Sur Tirreno Adriatico, il était équipier, mais il était fort. C'est Strade Bianche où il est super fort aussi en tant qu'équipier. Il a beaucoup couru quand même en plus en début de saison. Mais le problème, c'est qu'Yann Christen n'a jamais fait de grand tour de sa vie, si je dis pas de bêtises. Et donc, ça va être très compliqué pour lui d'aller chercher un résultat, je pense, sur son premier grand tour. On disait un peu pareil de Del Toro, etc., hein, mais là, je pense que Yann Christen, c'est pas le même niveau non plus. Et donc, moi, je l'écarte aussi. Et donc, on se retrouve avec Jevine et Adam Yates. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Euh, Moi, Adam Yates, j'ai du mal à penser qu'il est fiable. Surtout que Yates était très fort l'année où il arrive chez Ineos, où il arrive chez UAE, là en 2023, il était extrêmement fort. Depuis, bon, c'est plus un lieutenant. J'ai un peu du mal à le voir tenir son rang pardon, sur 3 semaines. Il fait 6e du Tour de France en 2024, 3e du Tour de France en 2023, mais depuis, il a pas trop joué sur un classement général tout du long. Vuelta 2024, il fait 12e. Tour d'Italie 2025, il fait 12e. Tour de France 2025, il fait 24e. Même si c'est un gars qui a eu dans sa carrière un niveau très très haut, qui a des qualités intrinsèques qui sont éminemment au-dessus de beaucoup de mecs qui sont sur cette start list. Je sais pas, moi, le Adam Yates, là, il me rassure vraiment pas. Et je suis pas sûr qu'il joue le classement général, franchement. Tout du long, j'ai un peu du mal à y croire. Je sais pas trop si, en fait, la UAE doit jouer le classement général. On sait que c'est une équipe faite pour gagner les classements généraux. Est-ce qu'ils vont se battre pour une troisième place, pour un top 5? Surtout qu'Adam Yates, il a pas grand-chose à prouver, quoi. C'est pas un jeune loup qui doit se faire qui doit se faire un palmarès. Donc ouais, moi j'ai franchement du mal à y croire à Adam Yates. Il fait un début de saison moyen, hein, franchement. Troisième du Tour d'Oman, derrière Scaroni, Christian Rodriguez. C'est pas fameux, même s'il était fort en montagne quand même. Tour de l'UAE, on l'a pas vu, mais bon, il était pas leader. Au Grand Camino, il gagne la course. En face de lui, c'était Jordan Nordhagen, Alessandro Pinarello et Abel Balderston, pardon. Ah oui, Nordhagen, il a montré là sur le Tour de Romandie qu'il était pas dégueu, mais bon, c'est pas non plus de la très grande concurrence. Donc ouais, je sais pas, j'ai un peu du mal avec Adam Yates et je me demande même, c'est fou de dire ça, je me demande même si c'est pas Jevine la meilleure carte au classement général. Et les bookmakers sont pas loin de penser la même chose, hein, je le disais, Jevine, il est coté lui à 35 alors qu'Adam Yates est coté à 20, donc c'est pas si éloigné en termes de cote. Et bon bah Jevine très très fort sur le Tour Down Under cette année. Et puis après il se pète dans le Tour de Catalogne, là, des étapes numéro 3. Depuis, on l'a pas vu. On sait pas dans quel état de forme il est, donc c'est vraiment hasardeux. C'est un mec qui est capable de se casser la gueule sur la première étape venue. Il a jamais joué de classement général sur un grand tour, donc évidemment, c'est une take extrêmement risquée de dire qu'il sera mieux classé au classement général que Adam Yates. Mais en fait, je vois pas de coureur vraiment se placer au classement général dans cette équipe. Donc je pense qu'ils peuvent faire une razzia d'étapes sur tous les profils. Il leur manque juste un sprinter,
Surtout les profils un peu punchy, du Christen, du Narvaez, du Morgado, c'est très fort. Sur les étapes un peu baroudeur, Marc Soler, il est redoutable. En montagne, Chevine, Yann Christen, Adam Yates, c'est des très bons coureurs. Mais est-ce qu'ils vont jouer un classement général? Bah moi je suis un peu paumé pour être honnête. Et donc je vais pas trop me prononcer et voilà. Je vous laisse avec ça. Euh, Côté A25, ensuite on a Egan Bernal et Timen Arensman, donc qui seront a priori les deux leaders de l'équipe Ineos. Alors, non pardon. Net Company Ineos Cycling Team. Je sais pas si vous avez vu le nouveau sponsor et le maillot horrible de la Ineos. Mais bon, bref, un gris bizarre. Mais donc Bernal, oui, devrait être le leader avec Arensman. Il y a quand même une très belle équipe hein, sur cette équipe Ineos. En dehors de ces deux-là, on aura comme du Magnus Sheffield, qui sera pas mauvais. Embret-Svestadt Bergsgen, pardon, voilà, fallait le dire. Philippe Ogana, très bon équipier, énorme favori sur le chrono, bien entendu. Jack Egg, bon, Jack Egg, c'est un peu vieux maintenant. Et puis Ben Turner et puis Connor Swift pour jouer peut-être des sprints sur des étapes un peu compliquées. C'est une belle équipe, cette équipe Ineos, et on aura un double leadership avec Bernal et Arensman. La question c'est qu'est-ce qu'on en fait de ce double leadership? Qu'est-ce qu'on va chercher comme résultat? Parce que Bernal et Arensman, on les a vus par exemple là tous les deux sur le Tour des Alpes, et ils se sont fait prendre la misère par Giulio Pellizzari alors qu'ils étaient deux. Ils ont essayé de jouer la carte du double de la double lame. Ah, finalement, ils font deuxième et troisième au classement général. Et là, franchement, bah, malheureusement, je les vois pas avoir un niveau au-dessus, pardon, de l'ami Giulio Pellizzari. Donc peut-être. Et en fait, je suis même pas sûr que l'un d'eux puisse jouer le podium. On commence par Arensman, si vous voulez. Donc Arensman, début de saison, bah, il est pas mauvais, hein. Il fait un beau tour des Alpes quand même. Deuxième du chrono de Tirreno Adriatico. Lui, vraiment, son point fort, c'est le chrono, je pense. Par rapport aux autres coureurs qui sont présents sur ce Tour d'Italie, il peut prendre une minute, voire deux à certains coureurs sur le chrono, donc ça sera un super avantage pour lui. Après, Arensman, il a un peu du mal à confirmer sur les grands tours, hein, malgré tout. Euh, il a fait sixième sur le Giro en 2024, sixième sur le Giro en 2023, cinquième sur le Tour d'Espagne en 2022. Et puis l'an dernier, bah, il a fait Giro puis Tour de France comme cette année. Il a essayé de jouer le classement général et ça n'a pas marché. Bon, finalement, il allait chercher deux victoires d'étape sur le Tour de France, donc c'était très bien. Mais sur le Giro, il était un peu limite et on verra comment il en est cette saison. Moi, c'est un coureur que j'aime beaucoup, Thymen Arensman. Là, je sais pas trop. Et puis, sur son niveau sur le Tour des Alpes, certes, il était bon, mais il a jamais été capable de vraiment mettre en danger Giulio Pellizzari. On l'a senti même un peu en dessous d'Egan Bernal sur les étapes, c'est pour ça qu'au classement général, il est un peu derrière. Donc, ouais, je sais pas trop quoi en penser de Thymen Arensman. C'est un coureur que j'aime beaucoup. Il peut aller chercher un top 5, hein. Intrinsèquement, il a vraiment le niveau. Est-ce qu'il le fera? On verra. Et puis, il y a Egan Bernal, bien entendu. Bernal, bon, pas besoin de refaire son parcours. Euh, Tour de France 2019, qu'il remporte. Et puis là, on se dit, il va gagner, je sais pas combien de grands tours dans sa carrière. Puis, il a des petites douleurs, etc. Il va quand même réussir à chercher le Tour d'Italie 2021. Et puis ensuite, il y a cette chute terrible. Euh, à l'entraînement début 2022, il court pas en 2022, il revient un petit peu en 2023. Et là, on sentait 2024-2025 qui revient petit à petit à son niveau, Egan Bernal, sauf que le problème, c'est que son niveau de 2019, ça n'a plus rien à voir avec le cyclisme de 2025-2026, et il galère un peu, Egan Bernal, malgré tout. Il fait un beau début de saison, alors je crois qu'il a eu un problème de passeport, il pouvait pas courir, je sais pas, il y a un truc qui s'est passé. Il fait le tour des Alpes, finalement, où il va chercher la deuxième position derrière Pellizzari, et puis il y a Liège-Bastogne-Liège, quand même, où il a fait cinquième. Bon, c'était un sprint, hein, mais il était pas trop mal dans Liège-Bastogne-Liège. Donc, il revient à un bon niveau, Egan Bernal. Le problème de Egan Bernal, c'est que je trouve qu'il est trop limité hein, depuis son retour, malheureusement. Il y a ce Giro en 2025 où il fait septième et j'ai l'impression qu'il va faire à peu près la même course cette année. Il y aura peut-être un peu moins d'adversité, mais c'est-à-dire un comportement d'attaquant. Ça, c'était cool, hein. Bernal, l'an dernier, il a vraiment attaqué souvent, d'assez loin. Mais on sentait qu'il était limité, quoi. Au classement général, il y a derrière Derek G, il était moins fort que Derek G, moins fort que Caruso, moins fort que Pellizzari. Tâtonné vraiment hein, par Rubio, McNulty, Storer. Bon, bah voilà, quoi. C'est malheureusement pas le niveau auquel on attend Egan Bernal. Et je pense que c'est un peu triste à dire, mais Bernal ne peut pas aller beaucoup plus haut, je pense. Et donc là, peut-être que grâce à une start list un peu faible, il pourra aller chercher un top 5. Mais
Je sais pas, j'ai la mauvaise sensation qu'Egan Bernal sur les 3 semaines. Il y a un moment où ça va un peu flancher. Alors c'est cool parce que je pense qu'il va vraiment mettre de l'animation dans la course, mais je le sens pas trop, donc je sais pas. Allez, top 5 peut-être max. Et sur les 3 semaines, peut-être que même là sur une semaine, il était plus fort que Arensman. Sur les 3 semaines, ça dépend d'Arensman, mais je suis même pas sûr qu'il puisse vraiment finir devant. Après, Egan Bernal, ça roule pas si mal, j'allais dire. Et encore, ça roule beaucoup moins bien que, que, que Thymen Arensman. Je pense que ça roule un peu moins bien que Pellizzari. Ça roule mieux que Félix Gall, quoi, mais c'est pas non plus. Ouais, je sais pas. J'ai un peu du mal avec Bernal. Franchement, c'est un coureur que j'adore. On adore en fait les champions comme ça qui sont un peu déchus. On espère qu'il brillera. Moi, franchement, s'il pouvait remporter le Giro, ça serait exceptionnel. C'est peut-être le coureur que j'ai le plus envie de voir remporter ce Giro. Mais bon, bah voilà quoi. Un peu compliqué, je pense, en termes de niveau si on est réaliste. Donc voilà pour les Ineos. Une belle doublette, mais j'ai l'impression qu'ils pourront pas avoir des ambitions super élevées sur ce Tour d'Italie. Ils sont cotés à 25, hein, ça montre quand même que c'est pas du niveau de Pellizzari côté à 6. Côté à 30, Giulio Ciccone. Est-ce qu'il va enfin jouer un classement général sur un grand tour? Giulio Ciccone, on verra. Je crois qu'il a 30 ans hein, maintenant, Giulio Ciccone, donc 31 même, 32 à la fin de l'année. On verra s'il est capable d'aller chercher enfin un classement général sur ce Tour d'Italie, auquel il a beaucoup participé, mais il a jamais réussi à briller. Meilleur résultat 16e en 2019. Beaucoup d'abandons. On se souvient de l'an dernier, il était bon, mais il a chuté, il a abandonné malheureusement, voilà. Et début de saison, pas super rassurant pour le Giulio Ciccone. Tirreno, il fait 6e, mais on le voit pas trop. Tour de Catalogne, pas capable de briller. Liège-Bastogne-Liège 20e alors qu'il était super fort l'an dernier. J'ai un peu peur pour Ciccone, malheureusement. J'espère qu'il jouera même plutôt les étapes, parce que j'ai l'impression qu'il a pas pour l'instant le niveau pour aller chercher mieux. Et ça lui a jamais vraiment réussi à Giulio Ciccone d'aller chercher des classements généraux sur les grands tours. Il fait quand même 11e du Tour de France 2024. C'est son meilleur résultat sur un grand tour, mais ouais, je le sens pas trop. Et je sens pas trop non plus son camarade de la Lidl Trek, côté à 35, Derek G. Derek G, et bah, début de saison fantomatique. 7e du Tour du AE, 12e du Tour des Alpes, on l'a pas vu. Il était vraiment en difficulté. C'est un coureur qui fait 9e du Tour de France en 2024 et surtout qui fait 4e du Giro l'an dernier. Et moi l'an dernier, il m'avait pas mal impressionné quand même, hein. C'était clairement le quatrième plus fort. Il était largement devant des Caruso, des Pellizzari, etc. Et Bernal. Il était vraiment très bon. Il y avait que le trio de tête, Del Toro, Carapaz et puis Simon Yates qui était capable de lui mettre une distance en montagne. Mais ouais, début de saison et transfert compliqué pour Derek G à la Lidl Trek. Il y a eu cette fin de carrière à la Israel Première Tech là, qui était compliquée, où il n'a pas voulu rouler pour l'équipe israélienne après le Tour d'Italie. Il s'est contenté des championnats du Canada où il allait chercher le titre sur route, enfin en course en ligne, pardon. Mais l'an dernier, en fait, Derek G, avant de faire quatrième du Tour d'Italie, il fait troisième du Tour des Alpes, quatrième de Tirreno et premier de Grande Camino. Donc c'était vraiment un parcours linéaire où on sentait qu'il pouvait briller sur le Tour d'Italie. Là, franchement, cette année, compliqué, compliqué. Donc, pour ça qu'il est coté à 35, hein, Derek G, et que Ciccone est à 30. Mais franchement, j'ai du mal à voir comment cette Lidl Trek va aller chercher un beau résultat au classement général. Alors, ce qui est bien pour eux, c'est qu'ils ont un sprint, hein, parce qu'il y a Jonathan Milan qui sera présent. Donc, il y a la moitié de l'équipe qui est dédiée à Milan avec Tim Thorn Tuttenberg, pardon, Max Walscheid et puis Simone Consoni. Et puis, on laisse Sobrero et Gebre Xabier pour essayer d'aider Ciccone et Derek G. Mais franchement, j'ai du mal à croire en ces deux coureurs-là. Donc, je serais pas étonné qu'il n'y en ait aucun sur le top 10 au final. Et voilà. Donc, voilà pour la Idle Trek. Côté à 30, on en a déjà parlé, il y avait aussi Jane Lay. Côté à 30, on a Michael Storer, qui devrait être le leader, un des leaders, je dirais plutôt, de la Tudor Pro Cycling. Euh, Start list encore une fois pas définitive, mais il devrait y avoir Mathis Rondel aussi présent aux côtés de Michael Storer sur ce Tour d'Italie. Donc Storer est coté à 30.
et Mathis Rondet est coté à 250. Donc du côté des bookmakers, on voit quand même beaucoup Storer en favori par rapport à Mathis Rondet. Je pense aussi, mais franchement, j'ai vraiment hâte de voir ce que va faire le Français. On va commencer par lui. Il fait un super début de saison. C'est la meilleure saison de sa carrière. Pour l'instant, il n'y a rien à dire. Il a que 22 ans. Il est en progression constante. Il a fait des bons résultats sur ses petites courses en Espagne. 12e du Tour du UE, c'était pas terrible. Puis 8e de Paris-Nice. Vraiment performance à souligner. C'est pas n'importe quoi Paris-Nice. Et un mois plus tard, 5e du Tour des Alpes. Donc c'était une belle performance. Devant lui, il y avait Storer. Et sinon, c'était Bernal, Arensman et Pellizzari. Donc il n'y a franchement pas à rougir. Bon, quand rien les coureurs derrière, c'est un peu moins glorieux. Il est quand même devant des Derek G, par exemple. Hein, voilà. Donc, Derek G côté à 30, 35, pardon. Bon, bah, en rondelle, il lui a mis une vitesse sur, sur le Tour des Alpes. Ça sera le premier grand tour de Mathis Rondel. Donc, il sera en full découverte. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Et franchement, bah, vu la pauvreté de la start list, on n'est pas à l'abri que Mathis Rondel fasse un top 10. Bon, évidemment, c'est très hypothétique, hein, ça dépend franchement de ses capacités à tenir sur 3 semaines, mais au vu du niveau qu'il a montré sur les courses d'une semaine cette année, bah, je suis pas loin de penser que ça soit possible. Mais je pense quand même que le leader, ça sera Michael Storer. Michael Storer, on se souvient, l'an dernier, euh, il nous fait un Tour des Alpes phénoménal où il écrase les concurrences. Et puis ce Tour d'Italie où il est transparent, il finit 10e au classement général. C'est un peu compliqué. Voilà. Avant de faire 3e au Tour de Lombardie à la fin d'année aussi, accessoirement. Voilà, Monsieur Michael Storer. Sinon, que dire sur Storer? Bah, début d'année compliqué. 13e de l'UAE, 14e de Tirreno. Et puis, Tour des Alpes, 4e. Sur la dernière étape, il était fort en montagne, il montait en puissance. Bah, j'ai presque envie d'y croire. J'ai presque envie d'y croire en Michael Storer. Et plus qu'en un Derek G, plus qu'en un Adam Yates, plus qu'un Giulio Ciccone, je sais pas pourquoi. Je le sens pas trop mal. Euh, il a fait 2 fois 10e sur le Tour d'Italie, hein, sur ses 2 dernières participations, 2024-2025. Moi, je pense que cette année, il va aller chercher mieux. Allez, je me mouille. Parce que la start list est pas très forte, parce qu'il sera pas trop pénalisé par le fait qu'il roule pas très très bien sur le chrono. Voilà. Allez, j'ai envie de croire en un Michael Storer sur cette course-là. Il sera le leader unique avec en lieutenant Mathis Rondel. Bon, c'est pas une très grosse équipe, hein, très clairement là, tu dors, mais pourquoi pas? Franchement, vu la faiblesse de la start list, là, je me dis que j'ai l'impression que cette année, il a bien programmé son pic de forme. Il va être très fort sur le Tour d'Italie. Donc, allez, un beau résultat pour Michael Storer. Et si on s'enflamme, bah, peut-être un top 5, parce que je le vois capable d'aller taper un Adam Yates, je le vois capable de, pourquoi pas taper un Bernal, un Arensman. Et je pense qu'il sera devant Ciccone. Après, pour lui, le problème, ça sera du Jay Hindley, du Pellizzari et du Félix Gall, quoi. C'est quand même des gros coureurs, mais allez, j'ai envie d'y croire en Michael Storer côté à 30. Et pourquoi pas donc Mathis Rondel pour aller chercher un fond de top 10. Côté à 50, Henrik Mas. Je sais pas si vous vous souvenez d'Henrik Mas, mais voilà. Il est de retour pour nous jouer un mauvais tour. Henrik Mas qui devrait être a priori le leader de cette équipe Movistar, quoique. Ah, quoique, parce qu'il y a du Heiner Rubio, je vois dans la start list provisoire. Ouh là là, est-ce que je mettrais pas Romo et Rubio mieux placés qu'Henrik Mas? C'est pas totalement impossible parce que Henrik Mas, début de saison catastrophique, 24e du Tour de Catalogne, et puis en plus il aura pas le boost Tour d'Espagne là. Henrik Mas il est très très fort quand il a le boost Tour d'Espagne, il fait 3 fois 2e quand même, faut pas. C'est pas n'importe qui Henrik Mas, mais Tour de France 2025, abandon, c'était son seul grand tour. 2024, 3e du Tour d'Espagne. 2023, 6e du Tour d'Espagne. 2022, 2e du Tour d'Espagne. 2021, 2e du Tour d'Espagne. 2021, 6e du Tour de France. 2020, 5e du Tour d'Espagne. 2020, 5e du Tour de France. 2018, 2e du Tour d'Espagne. C'est peut-être le coureur avec le plus de régularité sur les grands tours euh, sur cette start list. C'est quand même assez fou de le dire, mais c'est peut-être le cas. Mais il a jamais fait le Tour d'Italie et il aura pas le boost Tour d'Espagne, donc je pense que ça ne marchera pas pour Henrik Mas. Et puis il fait un début de saison vraiment un peu bizarre, donc est-ce que ce serait pas une préparation pour le Tour d'Espagne à la fin d'année? Je sais pas trop, mais j'ai vraiment pas envie d'y croire en Henrik Mas. Je suis pas sûr qu'il finisse la course, pour être honnête. Et finalement, je me dis ça, et au plus je me dis ça, au plus je me dis que Romo et Rubio font peut-être un bon classement général. On commence par Romo. Romo, il a fait une bonne saison. 7e du Tour du Pays Basque.
12e de Tirreno. Voilà, c'était pas trop dégueu. Peut-être un peu trop lourd. Il a jamais vraiment brillé sur le Tour de France, sur les grands tours, pardon, Romo. Mais c'est marrant, c'est un coureur qui a percé sur le tard. Romo, il a 27 ans. Et il est professionnel que depuis 2021. On le voit vraiment depuis 2024-2025. Donc voilà. Bon, Romo, on oublie. Par contre, Rubio, moi, ça m'intéresse. Il fait un début de saison catastrophique. 52e du Tour de Catalogne. Mon Dieu, c'est terrible. Mais pour l'instant, prévu sur les trois grands tours. Le programme de Rubio cette année, c'est Giro d'Italia, Tour de France, Tour d'Espagne. Voilà. Quoi faire un seul un seul grand tour quand tu peux en faire trois? Rubio, sur les deux dernières éditions du Giro, c'est huitième en 2025 et septième en 2024, 11e en 2023. Et franchement, vu la faiblesse de la start list, même s'il fait un début de saison claqué au sol, Aine Rubio, bah moi je le mets dans le top 10. Voilà, c'est ma take. Quand il aura abandonné à l'étape 3, on en reparlera. Mais franchement, Rubio, il est coté à combien pour les bookmakers? 250, mon Dieu. Non mais plus fiable qu'Henrik Mas, hein, peut-être. Rubio quand même. Donc bon, on verra bien ce que ça donne. Mais voilà, la Movistar va peut-être nous placer de manière un peu surprise un mec sur le top 10. Et ça sera peut-être Rubio. Voilà. Côté à 50, on disait donc Henrik Mas. Côté à 50, Santi Buitrago. Et côté à 60, Damiano Caruso. Bah ouais, la Bahreïn qui vient sans Lenny Martinez, mais qui vient avec Damiano Caruso et Santi Buitrago. Il y aura une belle équipe autour d'eux. Il y aura du Oulalio, du Zambanini, ça sera cool. Et on a donc un double leadership entre Santi Buitrago, Damiano Caruso. Ah, je parlais de la régularité sur les grands tours. Finalement, peut-être que Caruso, c'est le mec qui a le plus de résultats sur les grands tours. Donc Caruso, euh, papy, hein, vraiment papy, 38 ans, 39 à la fin de l'année. Début de saison vraiment moyen, 12e de du Tour de Valence. Paris-Nice, 32e, Tour de Romandie. On commence à le voir un petit peu faire des trucs bizarres dans les échappées. Bah, Damiano Caruso, c'est l'homme d'une course, hein. C'est l'homme du Tour d'Italie. Et sur ce Tour d'Italie, je le disais donc l'an dernier, il fait 5e. 2024, 17e, c'était pas terrible. 2023, 4e. 2021, 2e. 2015, 8e. 2015, il y a 11 ans, il fait 8e. Alors, est-ce qu'il sera capable de briller cette année ou est-ce que ça sera la saison de trop? Difficile à dire pour Damiano Caruso. Moi, je pense quand même que ce sera la saison de trop, mais on verra. Et je le disais, donc si on regarde vite fait ce qu'il a fait sur les autres grands tours, Damiano Caruso, quatrième du Tour d'Italie, cinquième, quatrième du Tour d'Italie, deuxième du Tour d'Italie, machin. Ouais, bon, en fait, il brille que sur le Tour d'Italie. Sur les autres grands tours, c'est un peu plus compliqué. J'ai rien dit. Henrik Mas, pardon, garde le privilège de la régularité sur les grands tours. Mais je pense, ouais, peut-être plutôt pour Buitrago cette année hein, sur ce Giro. Le problème, c'est que Buitrago, un peu timide. Septième du Tour de Tirreno, c'était pas trop mal, même si on l'a pas trop vu. Il allait chercher de la Equiglia. euh, il y avait un petit binôme là avec Tiberi de la Bahreïn qui a fait des misères à Romain Grégoire. 22e de Liège, on l'a pas vu, mais allez, pourquoi pas pour un bon grand tour pour Santi Buitrago. 12e et 13e en 2022-2023 sur ce Giro. Ça roule pas très bien, mais pas si mal. Ça monte bien. Il pourra pas profiter de ses qualités en descente, donc c'est quand même un plutôt bon descendeur. Santi Buitrago, mais voilà. Allez, chercher un fond de top 10. Je vois pas mieux, mais peut-être un fond de top 10 pour Santi Buitrago. Bon, on a parlé des coureurs principaux. Dans les autres équipes, franchement, je vois pas trop de coureurs capables d'aller chercher un bon classement général. Ça me semble un peu trop difficile. On verra, pourquoi pas. Lennart Van Etvelt chez Intermarché, on sait même pas s'il sera au départ. Euh, il est tellement irrégulier, Lennart Van Etvelt, que bon, on va l'écarter. Peut-être Pinarello côté NSN Cycling Team. Wow, mais Pinarello, il fait un début de saison pas trop mauvais. 10e de Tirreno, troisième du Grand Camino, mais je sais pas pour vous, mais l'équipe NSN, les yaourts nature, quoi. Franchement, c'est difficile de s'accrocher à leurs coureurs. Bref, donc pourquoi pas Pinarello? Et j'y crois pas trop. Chris Harper chez Pinarello, bon voilà, c'est un peu loin. Euh, Alors, chez Pinarello, Q36.5, pardon, c'est ce que je veux dire, parce qu'on est de parler d'Alessandro Pinarello. Chris Harper chez Q36.5, Pinarello Cycling Team, voilà. Mais compliqué. Garofoli chez Soudal Quickstep. Filippo Zana. Zana, c'est intéressant.
Il est coté à combien chez les bookmakers, Filippo Zana? À 300. Peut-être tu vas aller chercher des étapes plus tôt, hein, mais belle forme sur les Ardennaises. Filippo Zana, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Peut-être plutôt se concentrer sur les victoires d'étape que sur le classement général des grands tours. Il fait quand même 11e du Giro en 2024, donc il est capable d'aller chercher un bon résultat. Euh, Garofoli peut-être un peu trop jeune. Ben O'Connor, il est coté à combien Ben O'Connor? Pourquoi est-ce qu'on en a pas parlé? C'est quand même assez fou le déclassement de Ben O'Connor quand même depuis qu'il est parti de chez Decathlon. Coté à 100 Ben O'Connor, et bah on comprend pourquoi, hein, parce que Ben O'Connor c'est un coureur qui, à son prime, est allé chercher une deuxième place sur le Tour d'Espagne en 2024, une quatrième place sur le Giro en 2024 aussi, une septième place sur la Vuelta en 2022, une quatrième place sur le Tour de France en 2021. C'était des très bons résultats, hein, du Ben O'Connor. Mais l'an dernier, son Tour de France, il était loin du niveau. Il se fait choper sur l'avant-dernière étape, son classement général, son top 10 par Jordan Jegat. Bon, voilà, abandon sur la Vuelta. Et là, ce début d'année compliqué, compliqué pour Ben O'Connor. C'est dommage, hein, c'est un coureur qu'on a vraiment beaucoup aimé quand il était chez Decathlon, mais là, wow, compliqué depuis qu'il est allé à Jayco. Huitième du Tour des Alpes, c'est son meilleur résultat cette saison. Euh, Derrière Chris Harper, derrière Jakob Amsrel. Euh, Désolé, j'ai mal prononcé son nom, mais le Slovène de 20 ans. Ouais, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que Ben O'Connor, il a un peu laissé passer son tour. J'aimerais beaucoup qu'il recommence à briller, mais j'ai du mal à y croire. Et les bookmakers aussi, malheureusement. Et XDS Astana, bah, a priori, ils ont enlevé Fortunato de la liste de départ. Donc, est-ce qu'un Harold Martin Lopez va aller chercher un classement général, un Christian Scaroni? Non, c'est plutôt des gars qui font des étapes, hein, donc voilà. Faut quand même bien se creuser la cervelle pour aller chercher des mecs dans le top 10 pour le Tour d'Italie. Alors, là où c'est pas terrible, c'est qu'en termes de classement général, on sait qui va le gagner, c'est Vingegaard. On sait à peu près qui fera deuxième a priori, c'est Giulio Pellizzari. Derrière, il y a quelques mecs pour jouer le top 5. Le fond de top 10 va être super ouvert, on peut avoir des belles surprises. Mais ouais, Startis vraiment assez faible, hein. Donc moi je vois clairement Vingegaard très très fort. Pellizzari, si il est régulier, s'il a pas son pic de forme trop tôt, je pense qu'il va aller chercher la deuxième place assez facilement. Et je serais peut-être pas trop surpris de voir un Jane Lay compléter le podium. Sinon, je vois bien un Arensman, Bernal, Félix Gall jouer le top 5. Pourquoi pas accompagné de Michael Storer. Et ensuite, derrière, bah, c'est un peu le grand vide, malheureusement. Côté français, bon, bah, pour le classement général, Mathis Rondel, pourquoi pas un top 10. Sinon, côté français, ce sera plutôt sur le sprint qu'on se tournera, hein, parce qu'il y a bien évidemment la présence de Paul Magnier. On a pas mal d'étapes qui sont dédiées au sprint quand même sur ce Tour d'Italie, donc c'est le moment de parler des sprinters. On aura a priori un grand favori pour les étapes de sprint et pour le maillot de meilleur sprinter. Ça sera Jonathan Milan, hein. Très clairement, il n'y a rien à dire. Attention quand même à Tobias Lund Andresen, qui fait une saison magnifique avec Decathlon. On verra s'il est capable de confirmer. Euh, Paul Magnier, bah, ça sera peut-être la confirmation. Il a un début de saison un peu compliqué. Il est allé chercher des courses d'un peu plus haut rang que ce qu'il avait l'an dernier. L'an dernier, en fait, il gagne 20 fois, mais il gagne beaucoup en fin de saison sur des courses un peu de second rang. Donc là, ça sera vraiment la confirmation sur un grand tour. Il me semble que Paul Magnier avait participé au Tour d'Italie 2025, pardon, on l'avait pas trop vu. Mais donc là, il aura une équipe qui sera à peu près dédiée à son service. C'est le moment où il faut claquer une victoire d'étape. Au moins une, c'est le minimum syndical, je pense, pour Paul Magnier. S'il va batailler avec Milan et Lund Andresen, ça fera de lui un vrai sprinter pour le coup. On verra s'il en est capable. Derrière, il y a quand même quelques autres sprinters qui peuvent aller chercher des accessites et pourquoi pas essayer de chercher une victoire d'étape. Je pense à Caden Groves, à Ethan Vernon, à Pascal Ackermann, à Casper Van Uden. Et puis, il y a une équipe qui doit frapper fort sur ce Tour d'Italie. C'est les Unibet Rose Rockets, pardon, qui ont un début de saison un peu compliqué, à l'exception de Dylan Groenewegen. Et ça tombe bien, puisque Dylan Groenewegen est aligné sur ce Tour d'Italie. Alors le problème, c'est que je suis pas sûr qu'il puisse participer à tous les sprints, parce qu'il pèse 130 kilos, donc dès qu'il y a une petite montée, c'est un peu compliqué. Mais il y a quelques étapes bien plates. Je pense notamment à celle de Milan, ou même la première, hein, peut-être pour prendre le premier maillot rose. Pourquoi pas pour Dylan Groenewegen, ce sera le moment pour les Unibet Rose Rockets de briller. Franchement, s'ils vont chercher le maillot rose sur la première étape, ce sera une saison déjà réussie pour eux.
On sait qu'ils n'ont pas été invités sur le Tour de France. Et il y a aussi Lucas Koubis dans cette équipe qui sera présente, donc on verra ce qu'il sera capable de faire aussi lui. Je pense qu'il aura sa carte sur les étapes où Groenewegen ne passera pas les ponts d'autoroute. Et puis, bah, il y a l'énigme Arnaud Delis. Arnaud Delis qui fait une saison très compliquée encore une fois au printemps, comme tous les ans malheureusement, alors que c'est un coureur qu'on adore. Et on verra s'il est capable de briller sur ce Tour d'Italie. Ça serait une belle forme de rédemption pour lui, mais donc en termes de sprinter, on s'attend quand même plutôt à un match avec Milan et Lund Andressen et pourquoi pas Paul Magny en arbitre. On verra comment ça va se passer. Et quand même Jonathan Milan favori pour aller chercher le maillot du meilleur sprinter sur ce Tour d'Italie. En termes de meilleur grimpeur, bah il y a deux favoris. C'est un Marlou qui ira attaquer en montagne. Je sais pas encore qui exactement, j'aurais dit Fortunato, mais finalement il est pas au départ. Et puis Vingegaard. Parce que on sait que le barème du classement du meilleur grimpeur en Italie fait quand même qu'assez régulièrement, on a des mecs plutôt attaquants échappés qui vont chercher le maillot de meilleur grimpeur. Ça ne revient pas souvent au mec qui va chercher le classement général. Sauf l'année de Pogacar en 2024, où Pogacar avait écrasé la course. On n'est pas loin d'avoir la même chose peut-être cette année avec Vingegaard. C'est pour ça que j'évoque cette possibilité. Et aussi, il y a Chris Froome, je crois, en 2018, un truc comme ça, quand il va chercher aussi le classement général. Donc bon, soit Vingegaard écrase la course et décide de gagner beaucoup d'étapes de montagne, et dans ce cas-là, je pense que le maillot lui reviendra. Mais si on a un mec ou deux en montagne qui décide d'aller faire les points sur les étapes, même s'il n'y a pas tant d'étapes de montagne, il n'y a pas d'étapes à beaucoup de points, je pense, on verra, mais le match peut être assez équilibré. Et enfin, en termes de maillot blanc, bon, bah, le maillot blanc, on va pas se mentir, il y a un seul coureur qui est en lice pour le maillot blanc, c'est Giulio Pellizzari. Derrière, c'est beaucoup trop compliqué. Et en fait, du coup, le gros suspense, ce sera si jamais Pellizzari se casse la figure ou abandonne pour une manière X ou Y, bah là, ce sera super ouvert et peut-être qu'un Mathis Rondel pour aller se battre avec des, j'en sais rien, des Yann Christen, des Pinarello, ce genre de gars pour aller chercher le maillot blanc. Mais si jamais il n'y a pas Pellizzari, ça risque d'être vraiment ouvert pour le maillot blanc. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. On aura quand même parlé assez longtemps de ce Tour d'Italie, pour les favoris en général. Je vous propose donc ensuite, dans le courant de la semaine prochaine, on parlera des 3 premières étapes en Bulgarie. On fera un épisode assez court. Et ensuite, comme d'habitude, toutes les semaines, le débrief de la semaine qui vient de se dérouler. Et ensuite, la preview de la semaine suivante. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour un prochain. Salut!